Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais partir d'un fait divers, non pas pour le commenter en tant que fait divers, mais en tant que fait de société. Un jeune homme d'une quinzaine ou 16 ans a poignardé dans un lycée nantais trois de ses petits collègues et la France s'en émeut à juste titre. Les nostalgiques vont vous dire que la jeunesse d'aujourd'hui est d'une violence inouïe, que notre société connaît une insécurité comme jamais, alors qu'en fait, c'est le lot de toutes les sociétés humaines, sous tous les cieux et de tous les temps. Il y a toujours eu des hommes déviants ou des hommes violents pour commettre ce genre de faits. Et il faut s'interroger sur le pourquoi et le comment. D'abord, une observation. Nous avons la chance de ne pas être aux États-Unis et ce jeune homme, qui se croit adepte d'Hitler, n'aurait pas eu un couteau, mais un pistolet automatique et n'aurait pas tué une personne, ce qui était évidemment une de trop et inadmissible, mais on aurait tué quelques dizaines. Mais heureusement, nous ne sommes pas la société américaine dont la violence conduit au trumpisme, qui est une forme d'ailleurs de violence. La violence a toujours accompagné l'homme, ce qui est regrettable. Et je crois qu'il faut réfléchir sur cette question. Tous les hommes ne sont pas violents, mais il y a des gens qui, par déviance psychique, par perversité, en effet, pensent que le meurtre, le viol, la malfaisance sont des éléments de jouissance ou de satisfaction. Et la radicalité a besoin, chez ces hommes-là, de trouver un support. Alors ce support, ça peut être la religion, ça peut être des idéologies politiques, et je vais vous dire une chose, ce n'est pas l'islamisme qui s'est radicalisé, ce n'est pas le fascisme qui s'est radicalisé, c'est la radicalité qui s'islamise ou qui se fascise parce que des gens pervers, des gens qui ont des problèmes psychiatriques, trouvent dans une idéologie l'occasion, ce n'est jamais qu'une occasion, de manifester leur pulsion de mort et leur pulsion de violence. Quant à ces idéologies qui sont instrumentalisées, qui aujourd'hui sont l'islamisme politique d'un côté et l'hitlérisme de l'autre, c'était à la fin du XIXe siècle l'anarchisme, mal compris d'ailleurs, ou au contraire des idées ultra-réactionnaires. La violence a toujours eu besoin de prétextes pour se manifester. Quant à ces prétextes, les uns les opposent les uns aux autres, mais en fait, ils portent la même idéologie. L'idéologie qui est sous-jacente derrière toutes ces radicalités porte les mêmes contre-valeurs. Quand j'entends notre extrême droite fustiger et instrumentaliser la peur des Arabes, la peur de l'islam, ça me fait un peu bizarre parce que ce qu'ils ne semblent pas savoir, c'est que les frères musulmans portent à peu près les mêmes idées qu'eux. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que finalement, les deux extrêmes se ressemblent sur ce point-là. L'islamisme politique, je dis bien politique, je ne parle pas de la religion musulmane, je parle de l'islamisme politique. L'islamisme politique est un fascisme qui est parfaitement conciliable avec les idées pétainistes de notre extrême droite française ou des extrêmes droites de l'Europe. Qu'est-ce qu'on retrouve en commun? On retrouve en commun l'antiféminisme primaire. La femme est condamnée à rester une mère, uniquement une mère, qui n'a pas à jouer un rôle important dans la société. Alors les uns la voilent, les autres la renvoient à sa cuisine et à sa maternité, mais c'est la même chose. Le féminisme est dénoncé par l'islamisme politique comme par le pétainisme français, qui ne voit dans une femme qu'une mère, c'est tout. Ces idéologies sont contre la science, ils n'acceptent pas le darwinisme, ils n'acceptent pas les théories scientifiques, qui ne sont pas des théories d'ailleurs, qui sont démontrées de l'évolution de la vie sur Terre. Ils ont une vision créationniste et absolument obscurantiste de l'apparition de la vie sur la planète, les uns comme les autres. Ils ont le goût du passé, la nostalgie du passé, de l'obscurantisme. Ils ont le refus des droits de l'homme. Ils ont le refus de l'homosexualité, qui est perçue comme
une déviance ou une pathologie. Vous voyez, finalement, vous vous rendez compte que nos extrêmes droites, avec leur idéologie ringarde, ont les mêmes valeurs et les mêmes concepts que le pire islamisme afghan ou iranien ou d'Arabie saoudite. C'est la même chose. Ils portent les mêmes valeurs avec, évidemment, un décorum qui est légèrement différent. Mais dans les États totalitaires, le féminisme, l'homosexualité, la liberté de penser, le droit de l'homme, la raison, la science sont mises de côté, sont écartées du principe fondamental. Voilà. Et c'est une chose que vous devez bien avoir présente à l'esprit. C'est pour ça que quand j'entends parler d'islamo-gauchisme, ça me paraît être une imbécilité politique parce que un homme de gauche ne peut pas être islamiste. C'est pas possible. Je dis bien encore une fois, je ne parle pas d'une religion. Les religions, c'est autre chose. Les religions sont tout à fait respectables en ce qu'elles permettent aux hommes de supporter l'idée de leur finitude. Donc en cela, il faut absolument les respecter et en respecter les rites et les pratiques pour ceux qui sont croyants. En revanche, lorsque une religion se mêle de politique et veut imposer des normes qui ne sont pas celles que les citoyens entendent respecter, là nous sombrons dans le totalitarisme et donc c'est une idéologie qui n'est pas de gauche, mais qui est une idéologie fasciste. Et l'Afghanistan, l'Iran, l'Arabie saoudite sont des États fascistes. Ce ne sont pas des États gauchistes. L'islamo-gauchisme, c'est une imbécilité. Ça n'a pas de sens, sauf évidemment pour l'extrême droite, qui brandit cela comme un épouvantail, parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas expliquer qu'ils roulent pour les plutocrates, pour l'oligarchie et pour un capitalisme débridé. Donc il faut qu'ils utilisent l'épouvantail des Arabes, par exemple, pour faire voter les ménagères de plus de 50 ans et les déménageurs de moins de 50 ans. Je veux dire par là tous les gens un peu gogo qui s'imaginent, parce que l'extrême droite va être au pouvoir, qu'ils verront plus d'Arabes sur le marché. Ce qui est complètement idiot, c'est raciste et c'est idiot. Mais ça, bon, c'est comme ça. Alors, si vous voulez, mais la vérité, elle est ailleurs. Elle est tout simplement que derrière ces idéologies, c'est la même chose. Vous retrouvez l'antiféminisme, l'hostilité à la liberté de mode de vie, d'où la condamnation de l'homosexualité, les droits de l'homme, qui sont niés par les uns et par les autres, la science, qui est niée par les uns et par les autres. Il y a aussi un autre élément qui est nié par ces idéologies d'extrême droite, l'islamisme politique ou nos extrêmes droites occidentales, c'est les droits de l'animal. Pour eux, la création étant ce qu'elle est, l'animal est là comme souffre-douleur. Et on peut l'utiliser soit à titre récréationnel, soit pour en faire une marchandise, soit pour faire des expérimentations sur les animaux. Ça pose problème. C'est un problème moral. En fait, je pense personnellement que tout être vivant a d'abord un droit à vivre et que tout être sensible ne doit pas être soumis à la cruauté, à la brutalité et à des actes qui leur seraient douloureux physiquement et qui provoqueraient une souffrance morale. Or, les mauvais traitements sont la panacée de nos sociétés vis-à-vis de l'animal. Alors, il y a trois aspects dans les relations entre l'homme et l'animal. Il y a un aspect que j'allais dire totalement inadmissible, c'est l'aspect récréationnel. En aucun cas, on ne doit faire de la souffrance et de la mort un jeu. Donc la chasse loisir est absolument condamnable, parce qu'on ne doit pas tromper l'ennui d'un dimanche en allant traquer et mutiler des êtres sensibles, des êtres vivants sensibles. La tauromachie est absolument intolérable. On ne doit pas jouir pendant 20 minutes de voir un malheureux herbivore torturé jusqu'à la mort. C'est absolument une perversion totale. Donc, tout ce qui est récréationnel et qui vise à faire souffrir l'animal doit être absolument banni si on veut se considérer comme des hommes dignes de ce nom, comme des hommes civilisés. Il y a donc ce premier aspect, il y a un deuxième aspect qui est l'utilisation de l'animal comme marchandise. Ça pose en effet des problèmes parce qu'une partie de notre économie est fondée sur l'exploitation des animaux en tant que marchandise. C'est l'élevage,
c'est la consommation de viande. Sur ce point, évidemment, les sociétés évoluent lentement. Et ce qui devient intolérable, c'est qu'au lieu de connaître des progrès, la condition des animaux d'élevage s'est dégradée dans notre société en raison de l'exploitation capitaliste. C'est-à-dire que, autrefois, quand les animaux étaient élevés à la ferme, ne croyez pas qu'ils étaient heureux. Les porcs, notamment, étaient élevés dans des conditions absolument épouvantables, même dans l'élevage traditionnel. Mais maintenant, nous avons des usines à viande. Vous avez des milliers d'animaux qui sont entassés et qui mènent une vie tout à fait contraire à leurs exigences biologiques et éthologiques, c'est-à-dire de leur comportement. Et là, voyez-vous, c'est encore une perversité du capitalisme. C'est-à-dire qu'on concentre la production dans des usines à viande, ce qui a évidemment en plus comme conséquence de faire disparaître les paysans. Alors ça, bravo à la FNSEA. La FNSEA est l'instrument de destruction de la paysannerie le plus efficace qu'on ait jamais trouvé. Parce que, en fait, ces industriels et ces exploitants-exploiteurs veulent tellement rentabiliser, veulent tellement être productifs qu'ils en arrivent à créer des concentrations capitalistes et donc à avoir des fermes de 1000 vaches ou des élevages de 20 000, 30 000 ou 40 000 poulets, évidemment, ce qui fait disparaître d'autant des fermes traditionnelles. Mais là, voyez-vous, c'est le problème de l'élevage et de l'abattage tel qu'il est pratiqué actuellement dans des conditions qui font honte à notre société. Et puis il y a un troisième aspect dans la condition animale. C'est la question de l'expérimentation. Au XIXe siècle, un physiologiste remarquable comme Claude Bernard a surexploité l'expérimentation sur les animaux. Ça a été vraiment un expérimentateur forcené, et son épouse d'ailleurs lui reprochait de revenir tout couvert de sang, parce qu'il disséquait à longueur de temps des chiens, des chats et des animaux vivants. C'était épouvantable. Puis on a, dans des laboratoires, fait des expériences très cruelles sur les animaux, notamment pour mettre au point des cosmétiques, par exemple qu'on mettait dans les yeux des lapins ou des cochons pour voir comment ça réagissait. C'est d'une cruauté inouïe. Alors, la science moderne doit expérimenter, mais on doit désormais expérimenter autrement, c'est-à-dire notamment sur des cellules. Et ça, on peut le faire, y compris sur des cellules pluripotentes, y compris sur des cellules embryonnaires, c'est-à-dire là où la biologie peut le plus avancer. Et je crois qu'il faut absolument essayer de tendre à une expérimentation zéro sur des êtres vivants et des êtres sensibles. Voilà ce que je voulais dire. Mais vous savez, comme je l'ai souvent dit, c'est ma formule, aussi longtemps que l'homme traitera l'animal comme une chose, il traitera ses semblables comme des bêtes. C'est une question de civilisation, et le poète Lamartine l'a dit avant moi, l'homme n'a pas de cœur, un pour l'animal et un pour l'homme, il en a un ou il n'en a pas. Quand on voit notre société moderne, on peut se dire que du côté du cœur, il nous reste pas mal de progrès à faire. Est-ce que le progrès est possible au niveau de la civilisation? Le progrès des connaissances est indéniable. Nous avons acquis une maîtrise sur le monde que ne possédaient pas nos ancêtres. Est-ce que nous avons néanmoins progressé? Je repense à une idée chère à un homme que j'ai beaucoup aimé, qui est Victor Hugo. Et Victor Hugo a écrit un petit livre qui s'appelle Claude Gueux, dans lequel il explique que si on instruit un homme, si on l'élève, si on lui apprend des choses, si on le fait réfléchir, si on forme sa tête comme il faut, on n'aura pas besoin de la couper, cette tête. Et il pensait évidemment à la peine de mort, et il pensait qu'en éduquant les enfants, en élevant le niveau d'instruction, en élevant le niveau des connaissances, on permettrait à l'homme de s'émanciper et de s'émanciper du mal, c'est-à-dire du crime, c'est-à-dire de la violence. Avait-il raison? Alors les pessimistes de droite vont vous dire que non. L'homme ne s'améliorera pas. Il a toujours été pareil, il sera toujours pareil. Les progressistes
penseront, eux, comme Victor Hugo, que le progrès de la civilisation, c'est aussi le progrès du comportement. Et qu'en s'élevant, on respectera mieux les gens vulnérables, les gens faibles. On respectera les êtres humains, femmes, hommes, gens de couleur ou pas de couleur, comprenant que tout être a des droits universels qui transcendent les appartenances, les aspects, les origines. Eh bien, je m'inscris dans la conception hugolienne, voyez-vous, c'est-à-dire dans la conception optimiste. Je crois, oui, au progrès des sciences, je crois, oui, aussi au progrès de la civilisation. Mais les progrès de la civilisation, ça passe par l'arrêt des guerres, ça passe par l'arrêt de la chasse, ça passe par l'arrêt de l'abolition de la tauromachie, ça passe par l'arrêt de tout ce qui abaisse l'homme et qui valorise la pulsion de mort. Réfléchissez-y, mes amis. Alors, il y a ceux qui se défoulent. Il y a ceux qui se défoulent actuellement sur Internet et autres. Et justement, ça crée une ambiance pessimiste. On se dit, mais au fond, l'homme est lâche, l'homme est violent, l'homme est méchant. Il suffit de lire tout ce qu'on lit sur Internet, les invectives, tout ça. J'en suis moi-même victime. Dans notre petite chaîne, qui est très modeste, qui est très humble, eh bien, nous avons aussi des gens qui, par moments, non pas réfutent ce que je dis, ce qui serait légitime, et que nous laisserions volontiers figurer en marge de mes petites vidéos. Il est légitime de ne pas être d'accord, mais qui préfèrent, lâchement, sournoisement, sans avoir le courage, évidemment, de se révéler, d'insulter les personnes. Voilà, de dénigrer l'individu, faute de pouvoir réfuter ce qu'il dit, et ce qui serait parfaitement légitime, parce qu'encore une fois, c'est en aiguisant son esprit sur l'esprit des autres qu'on arrive à progresser. Mes amis, je vous donne rendez-vous pour d'autres réflexions, bientôt, si vous le voulez.